commence en disant que la ventilation au bloc opératoire est une procédure quotidienne, pluriquotidienne. Donc, tout le monde fait de la ventilation. Il est assez rare de rentrer des patients au bloc et de leur faire des ALR. Quand on prend toutes les spécialités confondues, il est évident que par exemple en traumatologie ou là, dans certains types de chirurgie, vous allez plus souvent faire des ALR. Mais si vous rentrez dans un bloc tout venant, il y a 15 ou 10 salles qui tournent, l'écrasante majorité des patients sera faite en anesthésie générale, ventilation spontanée, mais le plus souvent sous ventilation mécanique. C'est bon? Oui. Alors ça peut se faire de manière invasive, non invasive. C'est ce que vous faites. Hein. On dit le grand mot ventilation non invasive, mais c'est ce qu'on a toujours fait depuis tout petit. C'est prendre le patient au masque, c'est de la ventilation non invasive. Et les manuels. On peut faire de la ventilation non invasive au bloc, au réveil, et aussi bien à l'induction. C'est ce qu'on fait tous les jours. Il faut juste savoir qu'on est en train de le faire. Parce que quand on dit ventilation non invasive, on dirait que c'est un autre chapitre que ce qu'on fait depuis toujours, c'est de prendre des patients au masque et au ranima ou là, au ballon souple. Elle peut être mécanique ou manuelle, je l'ai dit, hein, et je vous conseillerais vivement d'utiliser la machine plutôt que vos mains pour appuyer sur les ballons, parce que vous n'avez aucune idée de la pression que vous générez. Même les toutes petites mains avec des pas musclées peuvent générer des pressions largement suffisantes pour les poumons, particulièrement s'il est pathologique. Donc vous ne faites pas confiance aux... Personne ne peut deviner quelle pression il génère avec son ballon. C'est comme les gars qui testent la pression du ballonnet de gonflage avec le... Ça me fait rire. Donc ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est utiliser la machine en utilisant des bons modes ventilatoires. J'aurai une plaque vers la fin pour expliquer un petit peu quels sont les meilleurs modes ventilatoires pour les différentes périodes entre l'entrée du patient au bloc et la sortie. Le poumon est plus souvent normal au bloc qu'en réa. C'est pour ça que si vous voulez acquérir de l'expertise en ventilation, le bloc, c'est peut-être pas le meilleur. Vous ventilez des poumons normaux. Donc voilà. Mais c'est bien. Par contre, vous aurez moins de difficultés sur ces patients-là. A contrario, si vous prenez des patients qui ont des poumons pathologiques, alors qu'ils viennent pour ces poumons pathologiques, par exemple quelqu'un qui vient pour sa crise de BPCO et qui fasse ventiler, ça c'est le summum de la pyramide de la gravité, parce que le patient vient vers vous et la ventilation mécanique, ça va traiter, entre guillemets, en tout cas prendre en charge l'organe malade. Tout comme ça peut être un BPCO qui vient pour autre chose, ça, tout à l'heure, il peut se faire opérer d'un autre site. Donc encore une fois, les poumons pathologiques sont plus exigeants que les poumons normaux, mais petit détail important, vous pouvez léser un poumon normal avec une ventilation que vous voyez, vous, comme n'étant pas très agressive. Particulièrement, par exemple, s'il y a de la ventilation spontanée associée du patient. Donc il y a des situations qu'on pourrait croire être rassurantes. Je prends le patient au masque et je l'aide avec ma ventilation manuelle. C'est déjà une situation à risque. Ça peut générer des pressions transpulmonaires suffisamment sérieuses, alors qu'à côté, vous allez peut-être... D'un autre côté, vous allez peut-être être en train de focaliser sur une pression de plateau alors qu'il n'y a aucun problème. Sur un SDR, le plateau il est à 45, vous avez peur, en fait non. Ce monsieur a un compartiment abdominal et cette pression de plateau ne reflète rien du tout. Il ne reflète en tout cas pas l'agression directe sur le poumon. Donc ça demande un peu plus de finesse que d'analyser un seul paramètre, c'est ce qu'on va essayer de voir. Dans la littérature, il est clair que le SDRA est le plus documenté, mais on commence à voir de plus en plus d'études apparentées aux études SDRA qui sont implémentées au bloc. Donc il y en a. Bon, ça c'était une plaque sur les complications respiratoires, ça a été délibérément dit par le professeur Webb, donc je passe. Maintenant, quelles sont les complications péropératoires? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe dans un poumon en péropératoire quand le patient s'arrête de respirer? Son diaphragme s'arrête et il devient un muscle passif, une membrane. Et donc le jeu de pression va faire que, je ne sais pas si j'ai une souris, je n'ai pas de souris, je vous montre peut-être ici. Donc le jeu de pression va faire que le diaphragme n'aura pas cette forme en trait continu, il aura cette forme en trait discontinu. C'est ce que l'on sait tous, ça écrase les bases qui ne sont plus des bases en fait, qui sont en dessous. Hein, c'est le postérieur, en fait c'est l'inférieur, donc les parties postérieures et inférieures du poumon sont écrasées. Et c'est ça qui va entraîner les fameuses atelectasies, avec un contexte inflammatoire qui n'est pas là pour arranger les choses. Ces atelectasies, le plus souvent, vont se voir dans les parties basses du poumon, hein, inférieures. Ici, je le dis, c'est postérieur. Donc, avant l'induction, le diaphragme tire sur le poumon, il arrive à ouvrir les alvéoles. Vous arrêtez la ventilation spontanée du patient, l'atelectasie se forme quasi immédiatement. Attention, c'est des trucs qui prennent quelques cycles. Si vous ratez quelques cycles de ventilation, vous avez déjà de l'atelectasie. Au bout de quelques minutes, c'est bien consolidé. Ça a été étudié sur des scanners. Donc on voit ici que sur le scanner, c'est le postérieur. Et le scanner, comme le vrai nom du scanner, c'est l'atomodensitométrie, bien sûr. Donc ça mesure des densités et ça permet de donner des densités aériques versus des densités non aériques dans le poumon. Autrement dit, votre poumon est en train de perdre de l'air. Donc vous voyez ici, hein, donc si vous voyez le spike, ça veut dire qu'on a
c'est le versant radiologique du rapport ventilation-perfusion. C'est comme si vous voyez le rapport ventilation-perfusion. C'est-à-dire que ce poumon a moins d'air et il a plus de autre chose. L'autre chose, ça peut être juste du parenchyme collabé, de l'eau, du pus, du sang, ce que vous voulez. Mais en tout cas, pas de l'air. Reconstruction 3D, donc ça, c'est les zones postérieures, bien sûr. Ça se comprend, c'est la gravité. Ceux qui voient cette image vont tout de suite penser au décubitus ventral pour régler le problème. C'est la preuve, j'allais dire, visuelle qu'il faut faire du décubitus ventral sur certains patients. Je ne parle pas au bloc, c'est évidemment pas possible sur les postures des blocs opératoires, mais en réa, cette image prouve tout ce qu'il faut prouver pour pouvoir faire du décubitus ventral. Maintenant, retour au bloc. Qu'est-ce qui se passe quand vous préoxygénez les patients? Parce qu'on nous a enseigné qu'il fallait donner beaucoup d'oxygène aux patients pendant une longue durée, saturer le maximum son réservoir, c'est la CRF, la capacité résiduelle fonctionnelle en oxygène, pour lui donner du temps pour supporter l'apnée de l'induction, de l'intubation en particulier. C'est un raisonnement un peu trop mathématique. Or, on est dans des êtres vivants. Qu'est-ce qui se passe quand vous donnez 100% d'oxygène aux patients? Ça, c'est une étude qui a été faite sur des alvéoles expérimentalement. Donc, on les insufflait avec un mélange gazeux et on fermait l'alvéole et on voyait le temps qu'elle allait mettre pour se collaber. Et on voit tout de suite que quand on préoxygène avec beaucoup de FiO2, on voit tout de suite qu'on a un temps le temps c'est ici, c'est le Y, un temps de désaturation qui est très court. Contrairement à quand on préoxygène avec de l'oxygène, mais sans beaucoup de FiO2. Et quel que soit qu'il y ait du proto ou pas, vous voyez que les deux lignes avec ou sans proto se confondent, et ici avec ou sans proto se confondent. Donc ici, préoxygénation à haute FiO2, 100%, ici, préoxygénation, mais à FiO2 raisonnable. On peut discuter de Schneider raisonnable. Donc ça, c'est un piège intellectuel de donner 100% d'oxygène. Si vous remplissez 100% d'oxygène dans une CRF, il va tout absorber, c'est ce qu'on appelle les atélectasies de diffusion ou de résorption, et votre alvéole va s'atélectasier. Et à ce moment-là, vous appliquerez n'importe quel FiO2 sur une alvéole atélectasiée, c'est 0. 100% de 0 égale 0. Donc ça ne sert à rien de donner 100%. C'est pour ça qu'il faut revenir sur les hautes FiO2, les très hautes FiO2, qui sont rassurantes pendant qu'elles sont là, mais dès que le patient collapse son poumon, ça y est, il devient insensible à toute FiO2. Et vous allez créer vous-même une atélectasie de résorption qui va aggraver le shunt, sachant que le patient, encore une fois, a perdu sa contraction diaphragmatique. Est-ce que ces atélectasies Est-ce que ces atélectasies sont juste des images ou est-ce que ça donne des problèmes? Oui, ça donne des problèmes. On voit une corrélation directe entre atélectasie et le shunt, et donc le problème d'oxygénation. Donc ce n'est pas juste une atteinte mécanique, c'est une atteinte directement liée à l'oxygénation. Donc ça, c'est l'atélectasie qui se forme par suppression de la ventilation spontanée du patient. Maintenant, nous, quand on installe une ventilation en pression positive, c'est des coups de boutoir. Notre corps, notre poumon n'est pas fait du tout pour être pressurisé en pression négative. On n'est pas génétiquement, j'allais dire, sur le plan d'évolution, on n'est pas fait pour ça. Et ça s'est su depuis très longtemps. Ça, c'est un très vieux article que je ressors à chaque fois. Donc ça remonte à pas mal d'années. On sait très bien que quand on insuffle sans ménagement, à l'époque, ils n'avaient pas les chiffres, les monitorages, etc., mais ils avaient déjà compris que quand on souffle comme un sauvage dans les poumons des gens, ça se passe très mal. Donc ça, c'est quelque chose qui a été bien dit, que l'insufflation du poumon faite sans ménagement peut donner la mort. Une autre petite nuance. Est-ce que l'atélectasie interfère avec les autres types de lésions pulmonaires? Oui. Il faut savoir que quand vous avez une atélectasie centrale, par exemple ici, les zones qui sont autour sont attractées, sont attirées par cette atélectasie. Donc l'atélectasie est condensée, c'est une condensation, mais elle est entourée de zones de tension et de distraction. Quand vous allez ventiler ce poumon-là, c'est un festival de problèmes qui va se passer. Les zones distendues vont se surdistendre, les zones atélectasiées, c'est au choix. Soit elles vont s'ouvrir et créer des lésions de cisaillement, c'est comme quelque chose que vous allez plier, soit elles ne vont pas s'ouvrir du tout, et donc vous obligez à monter encore plus en pression. Donc l'atélectasie est elle-même génératrice quelque part de barotrauma ou de volutrauma. D'ailleurs, j'ai une plaque sur ça. Donc, alors, volutrauma, barotrauma, on a commencé tous par le barotraumatisme, le traumatisme par la pression. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. Donc, barotrauma, le volutrauma, l'atélectrauma. L'atélectrauma, c'est le fait d'avoir une atélectasie, justement, comme je viens d'expliquer, qui va léser le parenchyme qui l'entoure. Et puis, un peu plus après, bon, il y a eu des études très spécifiques de la RDS, et puis on s'est rendu compte que la physiologie de la ventilation
ventilation mécanique était plus complexe que ça et qu'elle faisait appel à un traumatisme qu'on appelle le traumatisme par le travail au sens mécanique. Donc l'équation du travail, par exemple, la pression de plateau est l'une des composantes du travail qui va être appliqué sur le poumon. D'accord? Donc l'équation est assez complexe. Je vais passer, mais je vais juste citer quelques composants de l'équation. Ils sont en fait intuitivement, c'est logique. RR, c'est le respiratory ratio, c'est-à-dire la fréquence. Parce qu'on ne pense pas à la fréquence comme problème dans la lésion pulmonaire. Mais oui, si vous donnez 12 cycles, c'est 12 traumatismes. Si vous donnez 20 cycles, c'est 20 traumatismes par minute. C'est pas besoin d'être un grand... D'accord? Donc la fréquence fait partie du travail à l'échelle de la minute et donc à l'échelle des heures, ça compte la fréquence. Vous multipliez ça sur 4 ou 6 heures d'intervention et vous voyez le nombre de cycles supplémentaires qui sont traumatisants. Ça, c'est l'élastance, ça c'est normal. Plus un poumon est rigide, plus je vais devoir pousser. Et c'est pour ça que les poumons malades sont plus faciles à léser. Les résistances à l'écoulement, etc. Et puis vous voyez ici la PEP. Par exemple, la PEP, on ne pense pas en général que la PEP peut léser le poumon. La PEP elle-même ne lèse pas le poumon directement. Mais le fait de partir plus haut en pression va faire qu'on va terminer plus haut en pression. Donc, PEP plus élevé, ventilation protectrice, ça peut perturber, ventilation protectrice, mais une PEP trop élevée est délétère. On comprend ça tout de suite. Si je pars trop haut, même si je fais des toutes petites élévations de pression au-dessus de la PEP, c'est déjà trop haut. D'accord? Donc il faut être raisonnable sur les PEP, j'aurai une plaque là-dessus. Je parle du péropératoire qui est plus délicat. Alors ça, c'est une étude expérimentale pour expliquer... Ça ne va pas arriver? C'est arrivé. C'est une étude expérimentale. Ils ont pris des cellules et ils les ont tractées avec in vitro, pardon. Et ils ont tracté pour savoir quelle était la meilleure manière de déchirer du tissu vivant. D'accord? Alors, ici, on fait une traction et on reste tracté pendant longtemps. Ici, on fait une traction et on relâche. Là, on fait une traction un peu plus prolongée, etc. Et on s'est rendu compte que la meilleure manière de détruire du tissu vivant par la distraction, par la traction, c'était de lui faire des distractions cycliques avec un retour en tension quasi nulle. Vous voyez à quoi je fais allusion là? Si vous tirez sur du poumon et que vous le remettez à pression quasi nulle, c'est la meilleure manière de le déchirer. Donc déjà revenir à pression nulle, c'est pas bien. Donc PEP obligatoire chez tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication à la PEP. Avec l'asthmatique, le BPCO qui vous fait, mettez-lui la PEP. S'il y a un problème, dites que c'est moi. Le trauma crânien, mettez la PEP. Vous avez peur de 5 de PEP sur un trauma crânien. Or, quand il va satellictaser et qu'il va tousser, sa pression intracrânienne, elle va monter au 3e étage de l'hôpital. Vous ne la verrez même pas sur la courbe. Donc, c'est des faux problèmes. D'accord? Donc, ventilation protectrice PEP supérieure à 0 chez tout le monde. C'est un peu d'histologie, parce que j'ai un lien très particulier avec la napate. Quand on voit une cellule, on voit que quand on tire sur une cellule, si on tire trop fort, on crée un trou, une brèche. Si cette brèche est là et que ça reste là, la cellule va être détruite. Donc le corps humain est bien sûr fait pour se régénérer à l'échelle cellulaire. Il y a des patchs cellulaires, des vésicules d'exocytose, vous voyez un peu, comme c'est existant ailleurs, et qui vont faire que quand il y aura un trou dans la paroi, cette vésicule va monter et se coller dans le trou et se libérer et s'aplatir. Allez faire une pièce dans un pneu, là, si vous voulez, un truc comme ça. Ouais. Donc, et là, tout de suite, on comprend qu'il faut du temps pour régénérer et qu'il ne faut pas exagérer en termes d'agression. Ce mécanisme, il est là, il est sympathique. Voilà. Tu ne peux pas rester 15 jours en train de faire des drive-in pressure au plafond et demander que la physiologie suive. Donc, là, c'est des facteurs limitants qui vont faire que il ne faut pas être agressif et il ne faut pas être agressif longtemps. Je passe sur ça, peut-être à la diapo. Je vais passer sur ça parce que là j'ai bien consommé du temps. Tout ce qu'on fait sur le poumon c'est du tissu, on est fait d'atomes et de. Voilà, c'est étudié dans la résistance des matériaux. On sait qu'est-ce qui se passe dans un élastique, dans du métal, dans du machin. Et le tissu pulmonaire est peut-être un tissu vivant, mais on peut lui appliquer quelques équations. Hein, c'est assez logique. Hein, et il y a deux notions que je voudrais un petit peu peut-être éclaircir pour ceux qui n'ont jamais été confrontés à ces notions-là. C'est la notion de stress et la notion de strain. Alors la notion de stress,
Je ne parle pas du stress psychologique et tout ça, non, c'est du stress mécanique, on parle de résistance des matériaux. Le stress, c'est quand vous prenez un matériau et que vous le tirez d'une manière fixe. Donc avec la tension, avec le tirage qui risque de le déchirer, ça s'appelle du stress. Ok? Le stress, le poumon, il va être lié à quoi? Il va être corrélé au maximum de distension pulmonaire. Et que le maximum de tirage que je vais faire sur la paroi de mes alvéoles. Donc, voilà la pression de Platon. Je ne considère pas la crête, je ne veux pas rentrer dans le détail. C'est Platon. Oubliez la crête. Donc, la pression de Platon, moins la PEP dont on vient de parler, je fais ça, moins ça, c'est la driving pressure, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est cette notion-là qui va représenter le stress, le degré de distraction. Donc, la pression de Platon, fin 1. Le strain, c'est la variation de ce stress. C'est-à-dire, j'étais où? Je lâche où? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je tire sur la membrane du tissu et je le relâche à zéro. Donc, l'amplitude, c'est le strain. C'est comme le strain cardiaque. Le strain cardiaque, c'est quoi? Pour ceux qui ont déjà fait de l'éco-strain, quand je chauffe les cellules, elles sont là, elles deviennent là, elles sont là, elles deviennent là. C'est une course cellulaire, en fait. Donc, pareil dans le poumon. Donc, Hadi, il va refléter en fait quoi? Il est lié directement, c'est-à-dire au volume courant et à la distension, et au point de départ d'où je viens. Donc, je répète, le stress, c'est le degré de tension, et le strain, c'est le degré de variation de cette tension. Donc, à la fin, le plateau et la paire. OK. Je drive une pressure, j'ai dit. Il faut quand même que je parle, parce que c'est ça le titre de mon intervention, c'est quelques règles, comment faire en pratique. Je vais essayer de redevenir pratique si j'arrive. Ventilation protectrice en péropératoire, est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut faire de la ventilation protectrice en péropératoire. Ça a été étudié. Je vois que quand j'utilise une drive-in pressure basse, j'ai de meilleurs résultats par rapport à quand je donne juste une PEP basse. Et je ne fais pas attention à la drive-in pressure. Là que je ne fais pas attention du tout à la drive-in pressure. Là que j'ai des patients chez qui j'augmente la drive-in pressure. Donc, conclusion pratique. Quand vous réglez vos machines, regardez le drive-in pressure comme un paramètre de réglage. Je répète, c'est le plateau moins la PEP. D'accord? C'est un paramètre de réglage. Quand je règle mon volume courant et mes PEP et tout ça, je fais toujours ce calcul et ça ne doit pas dépasser 14, 15. Si je suis à 16, 18, 20, alors je ne suis pas bien. Même si la pression de plateau ne dépasse pas, parce qu'on nous a dit 30, 30. Si je mets 0 de PEP et que je monterai à 25 de plateau, normalement, je n'aurais pas peur de l'ancienne manière de voir. Mais je peux vous dire qu'on est dans le traumatisme, dans le VILI, de manière directe. Je préfère mettre 10 de PEP et monter à 25, c'est-à-dire je n'aurai que 15 de drive-in pressure, plutôt que de redescendre à 0. Donc la drive-in pressure doit être un élément de réglage, quitte à baisser le volume courant. Donc le volume courant, justement, le volume courant qui doit être utilisé, c'est le volume courant en fonction du poids idéal. Vous savez que le poids idéal est en relation avec la taille et non pas avec le poids réel, parce que si je deviens un peu gros, machin, le poids mondial seront les mêmes. Donc c'est la taille des gens qui compte, et il y a une formule pour ça, les formules de Lorentz, formula. Bien sûr, il y a une petite différence entre les hommes et les femmes à cause de la distribution des masses musculaires et tout ça. Et voilà, smaller volume. Petit volume courant. Petit volume courant, c'est 6 à 8 comme pour le SDR. Alors, vous pouvez descendre encore un peu plus bas. L'hypercapnie seul n'a jamais tué personne. D'accord? 45 ou les 50 de PCO2 seul, ça n'a jamais tué personne. On se met d'accord. Après, bien sûr, si c'est sur le mauvais malade, dans les mêmes conditions, si c'est un trauma crânien, c'est des contraintes. D'accord? Ça, c'est des respirateurs qui ont des outils. Vous rentrez la taille du malade et ils vous calculent automatiquement le volume courant idéal, et il vous calcule le poids, le volume courant en fonction du poids idéal. Donc, quand vous allez régler tel volume courant, il vous affiche ici 6 millilitres, 7 millilitres. Pour ça, vous n'êtes pas obligé de faire le calcul. Vous tournez le bouton et vous regardez la barre. Tant que c'est entre 6 et 8, à condition d'avoir rentré la taille du patient. Chez le poids, la taille, pour que lui mesure le poids idéal. Vous voyez? Et n'oubliez pas surtout la taille du malade d'avant. Quand tu as réglé la taille du malade d'avant, c'est des choses qui arrivent. On se trompe encore plus, j'ai dit, ça c'est une étude qui a prouvé qu'on se trompe encore plus les poids et l'estimation des volumes courants, particulièrement chez les femmes, parce que les femmes sont en général un peu plus petites de taille et qu'on leur attribue des poids équivalents. Donc vous allez ventiler peut-être une femme de 60 kg, mais en fait son poids idéal il était de 48, de 50. Et vous allez lui appliquer 60 kg de poids réel. En plus, vous vous trompez. Quand je dis vous, c'est le monde entier, ça a été étudié, ça, tout le monde se trompe avec la même degré d'erreur.
Vous allez vous tromper sur le calcul et elle va se retrouver avec la ventilation d'un mec qui fait 1,90 m. Je suis sérieux, quand vous mettez 500 fois 12, 500 c'est énorme. 500, vous divisez 500 par 8, vous avez déjà au moins 80 kg. Il y a quoi de là? 80 kg, c'est moi. Si vous mettez 500 chez une jeune dame là-bas, vous êtes dans le vide, directement. Ne pas hésiter à mettre 350 de volume courant, ça existe, des volumes courants très, très corrects pour les gens. Je vais accéder là parce que... Un autre élément peut-être auquel on ne penserait pas en première intention, c'est le débit de l'insufflation. Débit de l'insufflation, qui règle le débit d'insufflation en routine? Très peu. Mais sachez que si vous prenez un réglage sur certaines machines, il y a des machines, quand vous les réglez, vous réglez les temps. Vous réglez le I sur E, vous réglez le I sur E, vous réglez des fois le temps inspiratoire, vous fait ce genre de truc, vous réglez le temps de plateau, etc. Donc dans le calculateur de la machine, ça fait qu'il faut le temps déterminé par la machine, enfin par vous, c'est vous qui avez déterminé. Mais dans la machine, elle sait que c'est le temps qu'il lui faut pour l'insufflation. Jusque-là, ça va. Et le problème, si vous augmentez le volume courant, la machine qui vous tient, il veut que je donne plus de volume courant dans le même temps. Ça veut dire que je dois augmenter le débit d'insufflation. Il y a quoi là? C'est un réglage indirect. Vous avez augmenté le volume, vous pensez volume, et il y a quelque chose. Bon, il veut le même volume dans le même temps. Oubliez ce insufflation. Et comme je dis toujours, le débit de l'insufflation, il faut le voir. Vous savez, comme je dis chaque fois, c'est une comparaison idiote, mais je l'adore. C'est comme une caresse et une gifle. La différence, c'est juste la vitesse. La main, elle est venue, mais c'est le même truc. Oui, mais bon, mais c'est ma main sur ta joue. D'accord, donc le débit d'insufflation, il faut le voir comme ça. Si deux fois vous entendez la machine faire psh, pah, vous entendez le pah, ça dit que c'est la valve, qu'est-ce que tu es en train de... Donc voilà, il faut faire attention. Encore une fois, c'est des pièges indirects. Donc la meilleure manière de faire au bloc, je parle au bloc, hors SDRA, il a déjà SDRA au bloc ou les vous privilégiez une insufflation douce. Donc, réglez vos temps, le temps inspiratoire et le temps de plateau correspondant avec les réglages des temps. Vous les réglez de manière à avoir une pente douce. Un plateau, il compte aussi court que possible. Mais il compte. Parce qu'il est mécanique, le plateau, ça vous posera d'autres problèmes. Ok? Donc, ne le faites pas avec un plateau oui, il n'y a aucun intérêt. Sur les malades standards, au bloc opératoire, on est au bloc d'avant, on n'est pas pour le SDR. Donc la fréquence est importante et le débit d'insufflation est important. Est-ce que tout ce que je vous dis est valable au bloc? Oui, c'est valable au bloc. Ça a été étudié dans le SDR, mais comme je vous ai dit, il y a des études là-bas. Protective versus conventional ventilation for surgery, donc au bloc, sur poumon sain, entre guillemets. Donc ventilation protectrice, c'est même au bloc. Est-ce que ça marche en chirurgie cardiaque? Il y a une des chirurgies les plus pourvoyeuses de problèmes, parce que les thoraciques et cardiaques fait les épanchements, fait le machin qu'il fait à l'arrêt circulatoire, l'arrêt respiratoire pendant la CEC, etc. Grosse chirurgie. Oui, il faut faire la ventilation protectrice, et même ici, la dry field pressure était meilleure chez les patients survivants. Ça, Hadou, c'est une équipe qui faisait de la ventilation unipulmonaire pour la chirurgie pulmonaire. Et eux, quand la ventilation protectrice est venue, ça n'a rien changé dans leurs malades parce qu'ils faisaient de la ventilation protectrice par défaut. Les ventilations unipulmonaires savaient toujours qu'il fallait baisser les volumes courants. Donc, un prérequis, si vous voulez. Donc, on n'a pas amélioré leur mortalité parce qu'ils faisaient, entre guillemets, déjà les choses bien. Pour d'autres raisons, parce qu'il n'y a qu'un poumon zama, mais ils faisaient déjà de la ventilation, entre guillemets, protectrice. Donc, ça, c'était pour dire que le volume courant doit être petit, le débit d'insufflation doit être le plus doux possible, et la fréquence, il faut la rentrer dans la réflexion, Diane. Vous savez, les messages sont passés. Donc ça, c'est les problèmes de réglage. Maintenant, la PEP qui est un gros problème, bon, je vais accélérer. La meilleure PEP serait une PEP qui ne donnerait ni ça. Ça veut dire j'ai une atélectasie à l'expiration et à l'inspiration. Ni ça. C'est-à-dire j'ai de la distension excessive. L'idéal, en fait, c'est que le poumon reste le plus homogène possible, qu'il n'y ait pas de zone d'atélectasie et pas de zone de distension. Ok? Les deux temps, l'inspiration, l'expiration. Et c'est ça la difficulté. Donc la PEP, son rôle, c'est d'éviter le collapsus pulmonaire. Okay, donc elle va lutter contre les atélectasies de manière simpliste, on va dire. Et le volume courant va créer de la distension. Donc il faut trouver le bon compromis. Pour ça, il y a plusieurs manières. Bon, j'ai déjà fait des choses, si vous intéresse, ça existe sur Internet. J'ai déjà fait des présentations sur la pression transpulmonaire, sur la pression œsophagienne.
Donc ça, c'est des choses intéressantes. Pas de routine, mais je vous montre un petit peu ce qu'on fait de temps en temps pour sortir de la routine sur des malades particuliers. Donc ça, c'est un patient. Le thème, on est en train de parler de la best PEP sur quel patient? Si vous voyez un patient, par exemple, comme ça, imaginons ici, vous voyez le cycle ventilatoire sur votre patient, à la PEP à 10, on pourrait croire que tout va bien. Okay. Maintenant, 10 de PEP, c'est déjà pas mal. Mais quand on met une pression œsophagienne, elle n'est pas terriblement bien placée ici, mais c'est pas grave, je fais de la courbe, moins de la courbe. Bien, la courbe de la pression qu'il y a dans le poumon, moins la courbe de la pression qu'il y a à l'extérieur du poumon. Et ça me donne la courbe de la pression appliquée uniquement sur le poumon. Okay. Qu'est-ce que je vois? Voilà quand je suis à 0 de PEP. Sur ma machine, je crois que tout mon cycle est en pression positive. Il y a une ventilation pression positive. Moi, la machine est positive, le tuyau est positif, la trachée du malade est positive. Vous dites, l'alvéole est positive? Quand vous mettez un cathéter œsophagien, vous voyez que vous faites ça, moins ça, à la pression intra-alvéolaire. Votre alvéole, elle est atélectasiée même pendant l'insufflation. Il y a 100%. Tout le cycle respiratoire, tous les battements cardiaques qui vont tomber dans ce cycle respiratoire sont des cycles à chante. Ils sont tous hypoxiques. Même au meilleur moment, il y a l'insufflation. Là, je monte en PEP. Je fais ça exprès sur un malade. Donc, je mettais un cycle de la PEP pour qu'on valide à chaque. C'était un peu rock'n'roll pour avoir la même image. Donc, c'est un vrai malade avec du vrai. Donc, je mets 5 de PEP. Qu'est-ce que je constate? Que à la courbe, il y a 10 de PEP, 15 de PEP, 20 de PEP. Et vous voyez que c'est à 20 de PEP que de ça, l'alvéole d'Yali, la pression اللي فيها ديما supérieure à la pression اللي على bas. Ok? Parce que c'est ça qui va faire que l'alvéole va rester ouverte. Il n'y a pas de cartilage, مسكينة. Il a quand dégonflé à l'intérieur et écrasé à l'extérieur, il a quand gonflé à l'dakhil, تعجب الحال. Donc si vous n'avez pas de pression œsophagienne, bon courage pour savoir fin 15 de PEP, regardez 15 de PEP, qu'est-ce que je vois ici? Quand je vois sur l'alvéole, elle a des moments où elle est en pression positive, elle تتغلب l'entourage ديالها, et des moments où elle est en pression هي اللي مغلوبه. Vous voyez qu'est-ce que ça donne ça en pratique? حد سل سد حل سد حل. هذا هو le cisaillement. هذوما les crépitants. Quand vous mettez le stéthoscope كتسمع داك الشخ داك الشخ راه هو كون سد ودابا تنحل. Ok? C'est très mauvais, les crépitants sur un patient ventilé. Attention. Je parle des atélectasies, mais chez le Ok? Donc, là, c'est ça ce qu'il faut considérer. Ici, si la pression de plateau est élevée, ça ne me fait absolument pas peur. Parce que je sais qu'elle est élevée par une cause extra-pulmonaire. Maintenant, un compartiment abdominal. La pression de plateau, on est tel style. Si ici, la vraie pression de plateau que je vais considérer, il y a la pression de plateau appliquée uniquement à l'alvéole. Et c'est celle-là qui devrait me faire peur. Les autres, je passe, j'ai dépassé le temps largement, j'accélère. Ça, c'est une étude un peu qui est sujette à discussion, très compliquée, mais moi, je vais juste dire qu'ils ont le design qui est le high level of PEP, comparé, vous voyez, ils ont comparé deux sous-populations, à 12 de PEP et à 2 de PEP. C'est trop d'écart. Alors que la vraie PEP qu'on va utiliser le plus souvent, il y a 7, 8, 10, 5. Vous voyez? Donc, ils ont fait un écart caricatural entre les deux bras de l'étude et ça a donné des résultats qui disent que le high level of PEP does not protect against les hauts niveaux. Attention, c'est moi, les niveaux excessifs de PEP. Non, je dis la même chose. Mais zéro, là, on est d'accord que zéro, non. Excessif, non. Je passe parce que j'étais. Voilà. Un petit souci pour les. Ah. Ça arrive ou pas? La régie. Un petit souci. Je continue, c'est pas grave. La PEP, à quel niveau la mettre? Il est clair que zéro, c'est zéro PEP chez n'importe qui, non. Il est clair que plus je m'approche de ici,
chirurgie thoracique, chirurgie pulmonaire, abdominale, plus je vais mettre des niveaux de PEP élevés. Ça, été documenté. C'est pour ça qu'en traumatologie crânienne, par exemple, la PEP, des hauts niveaux de PEP ou des PEP variables ne changent pas grand-chose. Tu peux mettre juste une PEP minimale pour éviter des complications induites par la ventilation. Donc, type de chirurgie. Donc, ici, on voit que les craniectomies ne profitent pas. Craniectomie, c'est en bleu, et en rouge, c'est la chirurgie abdominale. Donc, la chirurgie abdominale, plus vous mettez de la PEP solide, plus vous allez améliorer le pronostic. En neurochirurgie, ça ne change pas grand-chose. C'est normal, il y en a le site brille. Manœuvre de recrutement, j'accélère un peu. Donc, plusieurs types de manœuvres de recrutement, mais la manœuvre de recrutement que je vous recommanderais, c'est d'augmenter progressivement la PEP. Alors, les questions à poser, à quel PEP commencer? Il y a la PEP où vous êtes déjà. Quel plateau monter? Monter par paquet de 5. Si j'étais à 5, je monte à 10, 15. Combien de temps rester par palier? Ça, c'est une très grande question. 2 minutes, rester quelques cycles. 3, 4, 5 cycles par palier. Donc, on dit PEP de 5, tac, 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 5 المرات 7 المرات عاوتاني نطلع 10, vous montez là. Donc, je monte. تلقى واحد la PEP qui peut vous sembler excessive. Nous, on fait des manœuvres de PEP minimum. كنعيطوا لهم soft recruitment maneuvers de service, c'est 20 de PEP. Soft. Quand c'est pas soft, c'est 40 de PEP. Ok? Donc, et je redescends plus violemment, je peux redescendre par paquet de 10 ou de 15. Et la troisième question très difficile à répondre, il y a à quel PEP revenir? Parce que si je reviens à la PEP fashibdist, j'aurai le même problème que fashibdist. Donc en général, je vais m'arrêter à une PEP supérieure et inférieure, et ça c'est une question qui peut sembler facile, mais après les manœuvres de recrutement, en général, vous allez tomber, l'écrasante majorité des cas, mettre une PEP supérieure, mais pas toujours. Si les patients sont répondeurs que les manœuvres de recrutement ont donné leur effet correctement, vous aurez besoin de moins de PEP que ce que vous aviez commencé. Donc il faut retitrer la PEP après les manœuvres de recrutement. Je suis désolé de vous rajouter du travail. Ça existe de manière automatisée sur certaines machines. Je passe à les petits chouïas. Oui, c'est bon, je vais les appeler. Évitez les FiO2 très élevés à la fin, comme vous les avez évités au début. Vous savez, 100%. Je termine par cette plaque. Les modes de transition. Les modes de transition que je vous recommanderais. Marédile en ventilation spontanée. Mettre le hush, mais la ventilation spontanée, le contrôler brut. Aucun intérêt. Mettez-lui de l'aide inspiratoire en VNI. C'est-à-dire, au lieu de le ventiler au masque avec votre main, ventilez au masque avec le circuit de la machine, avec une aide inspiratoire négligeable. C'est-à-dire 7, 8. Ou la plus, il a qu'un mettez une PEP relativement basse, donc ça va vous donner 5, 6, 7, 8 de PEP, ou 6, 7, 8 d'aide respiratoire. C'est bon. Il y a la ventilation manuelle qui est zid chouïa fait d'inspiratoire si vous êtes coincé en termes de volume. Dès qu'il est endormi, je passe de la VAC. Je peux mettre de la VAC, je peux lui mettre VAC. Je ne dis l'aide respiratoire parce qu'il ne va pas déclencher. Okay? Donc je mets VAC, les paramètres, il y a un dire normal. Ok? Puis je l'intube, je mets ma VAC. Je ne mets jamais de ventilation contrôlée, aucun intérêt. Je le mets en VAC, ou curarisé. Ça fait, il ne déclenche pas, il va prendre la fréquence minimale. Mais l'avantage, je vais dire décurarisé à fausse leftih, mais je vais dire contre des cycles contrôlés. Il va faire. Il n'y a pas de d'abord à la machine ou chirurgien, il commence à râler, il a raison de râler. D'accord? Donc je le laisse en VAC. Commence à se décuriser. Sa fréquence spontanée va dépasser la fréquence d'IALI. On a d'ailleurs le 12, oui, il fait à 14. Je suis le seul qui sait qu'il s'est réveillé. Vini ou bien. Après, je lui remets une aide inspiratoire pour sortir, parce que c'est le mode le plus souple. Maintenant, la question qu'il faut répondre, c'est quel niveau d'aide mettre? Quel niveau d'aide? C'est simple. Vous allez prendre votre drive-in pressure. Vous vous rappelez de la drive-in pressure? Plateau moins la PEP, drive-in pressure, عندك 12, et tu gardes la même PEP. Et le malade m'a réagi parce que le final, le plateau sera le même. Vous voyez qu'avec cette aide inspiratoire, les réglées de cette manière, va faire la même pression de plateau que le malade qui en VAC. Parce que c'était la PEP jusqu'au plateau. Là, je fais la PEP jusqu'au plateau. Pas de la drive-in pressure. Comme je l'ai prise, mais le VAC. C'est si j'ai changé de mode, rien n'a changé. Personne ne sait ce qui s'est passé. Le malade prend le même volume. Et l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus souple. Après, je lui mets l'aide inspiratoire, l'extubation en VNI. C'est tellement bien fait que je peux même faire le tour de. Je plaisante. Vas-y.
Est-ce que c'est dans la vraie vie ça marche? Je passe au mail, laisse-moi le dire vraiment, je suis désolé. Là, je veux juste leur dire. Dans la vraie vie, on a étudié ça. On a fait une thèse chez nous, on a prouvé que quand on avait une première phase observationnelle, on faisait, j'allais dire comme tout le monde, et une phase interventionnelle. D'accord? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On se trompe toujours sur le poids si on fait d'accord. Je rentre sur le bloc et je dis 65 kilos et je règle. Vous allez rater au moins un malade sur 3. Et vous n'allez presque jamais être dans les 10% du bon choix. Vous allez au moins rater de 10% les valeurs qu'il faut régler. Ok? Donc on ne peut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je passe. Je passe sur ça. Les FiO2 étaient excessifs. Donc nous, on est venu, on a mis le VT, on a fait un mètre ruban, on mesure les gens couchés sur la table, on a une abac avec un tableau, ou Salina, et la machine, et on règle directement. Et là, on se rend compte que on a, je passe sur ma dernière plaque, et là, donc ça, c'est l'abac que vous voyez, et je reviens sur ma plaque d'avant. Donc je vois que quand je fais ça, à la phase 1, j'ai des VT, des volumes courants en dehors, de les orange, des volumes courants en dehors de la Vili. Je suis en train de fabriquer du Vili, 20%. La colonne 2, sur les 5 ans, on a fait 50 malades versus 50 malades en prospective. Okay? Donc, je ne sais pas si le VT la deuxième phase. Je ne sais pas qu'il y a une FiO2 excessive avec une PaO2 excessive. Alors qu'il y en a ici, et ici, on n'a jamais eu d'épisode d'hyperoxie. On a eu 2 ou 3 malades comme ça. D'accord? Donc, faible volume courant, PEP systématique chez tout le monde, et FiO2 à 35%, ça suffit. On a tous les AVAC pour mesurer, et je vous quitte sur ces comme message. Désolé pour le retard.